Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. Les températures grimpent ces derniers jours à Bruxelles. Une vague de chaleur est annoncée. Mais hélas, pour se rafraîchir, il n'y a plus aucun lieu où l'on peut faire trempette en plein air. Le dernier endroit, la piscine Flo, vient de fermer et elle laisse un grand vide derrière elle. Des projets de lieux de baignade en plein air, il y en a, mais ils tardent à se concrétiser. Il y en a dans les cartons, donc seulement aujourd'hui. Et plus généralement, Bruxelles manque cruellement de piscines couvertes. Comment l'expliquer? On en parle ce soir avec nos invités. Voilà des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Antoine Craé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géographe spécialisé en urbanisme et environnement et vous travaillez pour le bureau City Tools. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir aussi Paul Steinbrück. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de la piscine Flo et du collectif Pool School. Merci d'être avec nous ce soir. Avant d'entamer la discussion, je voudrais vous montrer ce tableau. C'est le nombre de piscines par habitant en région bruxelloise. En région bruxelloise, il y en a une pour 60 000 habitants, alors qu'en région wallonne, c'est une pour 29 000 habitants. Et en région flamande, c'est une pour 22 000 habitants. On parle de piscines publiques. Ça situe bien le déficit en matière de piscines. Antoine Craé, vous avez réalisé pour le compte de Perspective Brussels une étude sur les piscines. Et ce qu'on constate, c'est que des piscines publiques couvertes, on n'en a plus créé depuis très longtemps. Oui, effectivement, la dernière piscine qu'on ait créée à Bruxelles, elle date de 1986. Donc ça veut dire que en fait, l'infrastructure qu'on a aujourd'hui à Bruxelles, il est très très ancien. Et il faut savoir que depuis cette époque-là, la population bruxelloise, elle a augmenté de plus de 250 000 habitants. Et 250 000 habitants, c'est la taille d'une ville comme celle de Bordeaux. Et Bordeaux dispose de 14 bassins. Et donc ça veut dire qu'on a cru de 250 000 habitants et on a un déficit qui n'arrête pas d'augmenter en termes d'offres de baignade. Oui, alors on essaiera de comprendre pourquoi dans le courant de cette émission. Un mot avec vous, Paul Steinbrück. On va voir quelques images de la piscine Flo qui vient d'arrêter. C'était il y a quelques jours. Elle fonctionnait depuis la saison 2021. C'est vrai qu'il y a maintenant un manque criant. Il n'y en a plus. C'est un regret pour vous d'avoir dû fermer? Certainement, c'était très dommage et ce n'était pas notre ambition de fermer à ce moment, mais avec le contexte extérieur, politique, mais aussi sociétal, c'était la seule possibilité. Oui. Oui, et donc, plus de perspective d'ouverture, la piscine, elle va être démontée, même si à un moment donné, on vous dit, il y a peut-être des subsides pour continuer, vous dites non, ce n'est plus possible aujourd'hui? Bon, je pense Flo, c'est vraiment fini. Et pour nous, c'était aussi une signalisation vers la politique, faire quelque chose. Flo était un prototype temporaire, on a testé tous pendant les 4 ans, qu'est-ce qui était possible avec une assez petite piscine, et maintenant il faut travailler sur les vrais endroits de baignade. Oui, alors là encore, on va citer un chiffre, c'est le nombre de piscines, de possibilités de baignade extérieures qu'il existe dans d'autres villes d'Europe. À Berlin, c'est cité dans votre étude, Antoine, on en compte 26 pour 3,6 millions d'habitants, et à Paris, on en compte 10 pour 2,2 millions d'habitants. Comment vous expliquez, vous, qu'il n'y ait pas aujourd'hui de sites de baignade en plein air en région bruxelloise? Honnêtement, on n'a pas d'explication. Ça, c'est le grand mystère. Bruxelles, c'est vraiment la seule ville de cette taille en Europe, ou même dans le monde, où il n'y a aucun endroit. Et pour ça, on a créé Pool School pour travailler sur cette manque. Et parce qu'on pense que c'est vraiment nécessaire pour la qualité de vie. Dans une métropole comme Bruxelles, avec le changement climatique, ça devient juste plus urgent. Oui, alors c'est vrai quand on a parlé d'un projet de piscine en plein air, beaucoup ont dit oui, mais ça c'est un gadget, on n'a pas besoin de ça, on a d'autres priorités. Et vous vous dites, mais non, finalement, ce genre d'endroit est très important dans une ville, et également les piscines couvertes. Tout à fait, parce qu'effectivement, la piscine, c'est le lieu dans lequel on apprend à nager, dans lequel, effectivement, l'apprentissage de la natation, c'est en fait un besoin fondamental dans l'enseignement notamment. On a l'obligation dans l'enseignement scolaire, dans l'obligation scolaire,
d'apprendre à nager, ça fait partie du parcours normal qu'on a. Et ici, ce qu'on constate, c'est que l'infrastructure, elle n'est même pas suffisante pour répondre à ce besoin de base. Donc là, on est vraiment confronté à une problématique qui est particulièrement importante. Les piscines en plein air, ça vient compléter en fait ce besoin fondamental. En plus, dès qu'il fait chaud et avec le changement climatique tel qu'on le connaît aujourd'hui, on a ce besoin de pouvoir aller se baigner à l'extérieur. Ce qui est très particulier à Bruxelles, c'est que finalement on dit qu'il n'y a pas d'offre du tout. Il n'y a pas d'offre du tout au niveau des au niveau des piscines publiques. Par contre, en fait, on a une offre relativement abondante en termes de piscines privées dans des clubs de sport relativement élitistes. Et je pense qu'une partie du fait qu'on n'a pas tellement cette impression d'urgence de devoir répondre à un besoin sociétal, c'est lié au fait qu'il y a finalement le privé qui compense quelque part la carence des pouvoirs publics. Mais ça, cette compensation-là, elle n'est accessible qu'à une petite partie de la population. Et donc la majorité de la population bruxelloise n'a en fait pas accès à ces piscines-là. Oui, c'est ce que vous tirez aussi comme conclusion de l'expérience de Pool School, de Flow, c'est que finalement, c'est un besoin, vous l'avez constaté au vu des personnes qui fréquentaient la piscine? Certainement. C'était une de notre ambitions de réaliser un projet qui est accessible pour tout le monde. De Bruxelles, on a vu exactement ça à Flow. Il y a été les gens de boule européenne en parallèle avec les gars du Molenbeek, Anderlecht, ensemble dans la même piscine, jouer avec les ballons. Et ça a montré que cet aspect social et cet aspect connectant d'une piscine en plein air, c'est super important. Et ça, c'est aussi la chose qui est rajoutée en comparaison avec des piscines couvertes qui sont très bien pour apprendre la natation ou pour l'aspect de santé, mais tout l'aspect social, ça c'est vraiment nécessaire ou possible dans les piscines en plein air. Oui, alors vous citez un chiffre dans votre étude, 61 bassins en région bruxelloise et seulement 31 sont accessibles à tous les Bruxellois. J'ai envie d'essayer de comprendre avec vous comment ça se fait que c'est si compliqué de créer une piscine publique en région bruxelloise. Quels sont les obstacles que vous avez relevés ? Alors, il y a un premier obstacle qui est celui qui est plutôt institutionnel. La compétence du sport dans notre pays, elle n'est pas forcément extrêmement lisible. L'infrastructure sportive dépend de la région et en fait, l'exploitation des piscines dépend soit des communes, soit des communautés. Donc, on est dans un montage qui est déjà hybride. Donc, au niveau institutionnel, c'est déjà relativement compliqué. Et puis, comme je le disais, les piscines, aujourd'hui, telles qu'elles existent, elles datent en fait des années 60, 70 et pour les toutes dernières, début des années 80. Donc ça veut dire qu'on est avec des infrastructures qui ont été construites à une époque où l'énergie était bon marché et où on ne se souciait pas tellement de la consommation d'eau. Et donc les communes qui doivent gérer ces infrastructures-là, aujourd'hui, elles se disent, mais en fait, ces bassins sont gigantesques, ça coûte extrêmement cher en gestion, mais c'est parce que c'est des piscines qui sont de génération très très ancienne. En fait, si on construit aujourd'hui une piscine, on peut réduire très très fortement à la fois les consommations énergétiques, les consommations d'eau. On peut optimiser la manière dont le bassin est conçu pour le rendre plus efficace. Donc les coûts de gestion, tels que la plupart des pouvoirs publics les ont en tête, ne correspondent plus à la réalité de bassins tels qu'on les voit se développer en fait de manière assez importante en Wallonie et en Flandre. Donc il ne faut pas aller très très loin pour voir qu'il y a encore des constructions de piscines publiques dans ce pays. Oui, alors c'est vrai que le coût d'exploitation est souvent cité pour dire finalement c'est infaisable pour nous les communes de construire ce type de bassin. Vous, l'expérience de Flow, que vous apprend-elle? Est-ce qu'effectivement la gestion de cette piscine coûtait cher? Bon, ça c'est relatif. Oui, ça coûte des gens parce qu'il faut travailler avec une équipe avec différentes tâches, sécurité, gérance du site, information des gens, tout ça. Mais en parallèle, c'est une infrastructure publique comme autre infrastructure, comme des bibliothèques, même comme des écoles, transport public, tout ça, personne questionnait si c'est trop cher ou pas. Et à notre avis, si on comprend la baignade en plein air ou couverte comme service public, il faut simplement investir. Et il y a certainement des possibilités d'économisation de grande échelle, par exemple, ou de gestion, travailler avec
Différents groupes de jeunes, par exemple, c'est moins cher, mais ça donne aussi une sorte d'aspect social pour les jeunes de travailler une première fois avec des gens expérimentés sur le marché du travail. Ça coûte d'argent, mais si c'est nécessaire, c'est nécessaire. Oui, alors il y a un projet de piscine en plein air, enfin c'est un bassin en plein air, on va l'appeler ça comme ça. C'était dans le canal, sur le territoire de la ville de Bruxelles, près du site de Touré-Taxi, juste en face du nouveau skatepark, un bassin de 350 mètres de long par 13 mètres de large. Il vient d'être abandonné par la ville de Bruxelles. On va en discuter dans un instant, mais je vous propose de revoir un extrait du reportage qu'on avait réalisé avec l'architecte qui a imaginé ce plan d'eau. L'idée ici, c'est de séparer les eaux, c'est-à-dire de construire un bac dans le canal, donc vraiment un mur de séparation des eaux. On aurait d'un côté la passe navigable et de l'autre côté une zone de baignade. Voilà à quoi elle pourrait ressembler. Un plan d'eau de plus de 350 mètres de long précédé d'une station d'épuration qui filtrerait l'eau. Pour étudier sa faisabilité, Belliris vient de lancer une étude qui porte sur l'abaissement des quais, étape indispensable, et qui examinera dans la foulée l'éventualité de créer une piscine en plein air. Car on s'en doute, réaliser un chantier de ce type n'est pas simple. Il est complexe parce que d'une part, il y a un projet qui est plutôt la question de l'abaissement des quais, donc qui serait vraiment un projet infrastructurel. Il y a un deuxième projet infrastructurel qui serait la construction de ce grand mur de 600 mètres de long environ dans le canal, donc c'est vraiment là un projet presque portuaire. Et là, il faudrait un ingénieur portuaire qui traiterait cet élément-là. Et puis ensuite, il y a un dernier élément qui est la question de la filtration, donc de gérer cette filtration naturelle de l'eau. Voilà, on a lancé une invitation à l'Échevine des Sports de la ville de Bruxelles pour assister à ce plateau, mais elle n'a pas pu nous rejoindre. Paul Steenbroek, c'est un regret pour vous l'abandon par la ville, parce qu'on en parlera dans un instant. Le projet n'est peut-être pas tout à fait abandonné. C'est un regret pour vous? Certainement. Je pense que c'était une étude par Gérald Lédon et son équipe qui était assez impressionnante. Et je comprends qu'on peut questionner une étude, on peut réfléchir encore une fois sur la taille, sur la manière de gestion, tout ça, mais arrêter une étude avant, en fait, étudier tout ça, pour nous, il n'y a aucune raison. Oui. Alors, c'est vrai que là, on ne se baignait pas vraiment dans le canal, mais on voit qu'à Paris, par exemple, on va pouvoir se baigner dans la Seine. C'est quelque chose qu'on peut imaginer, ça, Antoine Craé, à Bruxelles? On peut l'imaginer, on peut en rêver. Après, il y a des questions de pollution et donc de protection de la santé qui rentrent en compte. Mais dans un projet de ville comme celui de Paris, par exemple, c'était un objectif effectivement de la mairie. Il y a 10 ans ou il y a 15 ans, ce n'était pas possible, effectivement, en raison de la pollution de la Seine. Et donc, il y a eu énormément d'investissements qui ont été faits par la ville pour apurer le cours d'eau et donc pour traiter les eaux. Et donc ça permet d'augmenter la qualité de l'eau et donc ça rend des services à la ville. Et donc maintenant, effectivement, on peut nager dans la Seine. On pourrait imaginer la même chose sur tout ou partie du canal. On sait que la qualité de la rivière de notre Seine à Bruxelles s'améliore aussi progressivement. On n'est évidemment pas avec les mêmes dimensions de rivière, donc ce n'est pas un cours d'eau nageable en tant que tel, mais ça fait partie de ces initiatives qui permettent effectivement de valoriser en fait ce qui est déjà là, qui est la présence de plans d'eau qui sont déjà présents. C'est la même chose avec les étangs de Nerpede, par exemple. Oui, et pour vous, on pourrait effectivement se baigner dans le canal, ça ne poserait pas de problème aujourd'hui à certains endroits? Aujourd'hui, il y a certainement des défis. Il y a des questions de santé, des questions de sécurité, par exemple avec les grands bateaux. Mais à notre avis, il y a les solutions pour toutes ces questions aussi. Avec les nouvelles technologies, on peut tracer des bateaux en live, en ligne, tout le temps. On fait avec intelligence artificielle, on connaît déjà en avance la probabilité de la qualité de l'eau. Tout ça est possible, tout ça est testé en Paris, à Berlin, en Copenhague et pourquoi pas à Bruxelles. Et il faut aussi réfléchir que le canal, ce n'est pas un fleuve, c'est une connexion de différents étangs. Et ça veut, juste avec les écluses, il n'y a pas beaucoup d'échanges entre les parties.
Et quand la qualité est mauvaise dans le centre-ville, par exemple, c'est peut-être très bien, ou souvent très bien en fait, à autre côté. Ouais, ce que vous nous dites, vous, c'est que de toute façon, il y a des jeunes qui maintenant se baignent, il y a des gens qui se baignent dans le canal à Anderlecht. Ça prend tout le temps, oui, c'est tout le temps. Ouais. Alors, on parlait de ce plan d'eau dans le canal, il n'est pas tout à fait abandonné, puisque maintenant, on parle que ce soit pris en charge par le privé. Écoutez la secrétaire d'État à l'urbanisme Hans Persons à ce propos. Il y a une possibilité de le faire avec un investisseur finlandais privé. Donc, ce n'est pas du tout jeté à la poubelle, c'est plutôt comment on va pouvoir le réaliser avec un opérateur privé. Et donc, je pense que cette piscine a des bonnes chances de voir le jour. Mais nous, on veut aussi, et ça c'est quelque chose qu'on va déposer au Parlement, une résolution pour que la piscine en plein air qui est le plus avancée, c'est la piscine sur abattoir, manufacture, où on a déjà fait des travaux avec du soutien du VGC et de l'argent pour ses capitales. On a renforcé le toit. Et donc, il y a tout un dossier qui est prêt pour lancer un appel d'offres pour trouver un opérateur pour vraiment installer tant une piscine en plein air qu'à l'intérieur. Et voilà, maintenant qu'on est en affaires courantes, on ne peut pas avancer avec ce dossier. Donc, on aimerait bien que le Parlement prenne une initiative pour aller vraiment forcer le gouvernement d'avancer avec ce dossier. Voilà, avancer avec ce dossier, mais d'abord un mot sur cet investissement privé. Là, on changerait de philosophie. Ce ne serait plus un plan d'eau public le long du canal, ce serait un investissement privé. Alors pour vous, vous en pensez quoi, Paul Stenbroek ? C'est certainement une possibilité et Nordic Urban, cette entreprise finlandaise, a déjà réalisé un projet en Helsinki en fait, mais c'est toujours un projet commercial, ça veut dire qu'il faut faire d'argent et c'est pas le parti piscine qui donne l'argent, mais c'est l'autre partie qui est nécessaire pour faire ça, pour donner la faisabilité, c'est le wellness, le sauna, le restaurant, le kiosque, le bar, la salle de conférence. Et à mon avis, c'est une question, c'est un projet avec tout cet équipement ou avec la demande, acheter quelque chose, boire quelque chose ici, si c'est assez accessible pour tout le monde de tous les quartiers de Bruxelles. Oui, parce que c'est vrai que effectivement, quand on voit le nombre de piscines, il y a beaucoup de piscines privées. Vous le disiez, ça entraîne des problèmes dans certains quartiers. Par exemple, à Forêt, vous le dites, il manque une infrastructure telle qu'une piscine. Mais on le voit aussi dans votre étude, il y a des projets qui existent. Il y a ce projet à Anderlecht. Il y avait aussi le projet d'un parc aquatique à Molenbeek. Alors, pourquoi est-ce que tous ces projets ont tant de mal à avancer ? Alors il y a en partie un mal bruxellois sur des projets comme ceux-là, qui sont des projets qui prennent du temps. C'est toujours très difficile d'arriver à avoir une constance à Bruxelles dans les grands projets d'infrastructure. Et une piscine, ça se construit effectivement sur plusieurs années. Et donc ça demande une forme de constance dans la décision et dans l'orientation. Et par ailleurs, on est dans un contexte budgétaire qui est particulièrement difficile. Et donc ça fait partie de ces infrastructures dans lesquelles on se dit, si on doit faire des économies, on va les faire là-dessus et ça va aller plus vite. Sauf que globalement, on arrive à un niveau de sous-équipement dans la ville qui crée toute une série de conséquences et de problématiques, notamment dans le domaine scolaire, mais pas seulement, d'un point de vue social ou sociétal. À partir du moment où les jeunes bruxellois n'ont pas accès à des infrastructures à proximité de chez eux, ils vont dans le Brabant flamand, à Oostade ou dans les domaines provinciaux, et on voit qu'ils ne sont pas toujours les bienvenus non plus là-bas. Donc il y a réellement un besoin de pouvoir répondre à des besoins locaux pour la population bruxelloise. Oui, pour vous, on a vraiment besoin de nouvelles infrastructures publiques. Certainement, pour être accessible pour tout le monde, à notre avis, il faut être public. Peut-être publiquement soutenu, c'est peut-être aussi possible que c'est géré et réalisé par autre organisation, mais le rôle du public est super important pour garantir cette accessibilité cruciale. Oui, parce que dans votre étude, vous parlez de la déclaration de politique régionale, la dernière, où le gouvernement disait on va créer une structure supracommunale permettant d'optimiser la gestion des piscines. Pour vous, cette structure n'a pas vu le jour. La faute à qui ? La faute à quoi ?
C'est une très bonne question. Je pense que je ne suis pas très bien placé pour pouvoir y répondre. Mais par contre, effectivement, il y a un besoin de pouvoir trouver une réponse à une carence au niveau des communes. Les communes, aujourd'hui, sont responsables de la gestion des piscines. Et en fait, par rapport aux finances communales et par rapport à leur capacité technique et à leur personnel, c'est souvent une charge très lourde et une grande difficulté. Et donc, plutôt que de gérer 19 fois les choses séparément, effectivement, on gagnerait beaucoup à pouvoir mutualiser certaines choses. Et donc, ne fût-ce que, en fait, l'offre, elle existe en partie, elle est dans certains cas sous-utilisée. Donc il y a des piscines qui sont avec des horaires qui sont différents d'une commune à l'autre en fonction des modes de gestion. On ne sait pas toujours quelle piscine est utilisée avec quel taux de fréquentation. Et si, ne fût-ce que cette information-là était déjà disponible via une plateforme régionale, on pourrait déjà optimiser l'utilisation de l'infrastructure telle qu'elle existe aujourd'hui. Oui, mais c'est vrai que vous citez dans l'étude plusieurs pistes de solutions, comme par exemple l'extension des horaires, l'harmonisation des horaires, une espèce d'harmonisation des tarifs dans la structure actuelle de la région. C'est difficile à mettre en place, ça ? Alors c'est difficile dans l'organisation actuelle, qui est une organisation qui est très segmentée, donc qui dépend effectivement commune par commune et souvent qui délègue ça à des ASBL de gestion. Et donc il y a un regard qui est chaque fois lié à une seule infrastructure. Et donc quand on regarde les infrastructures plus globalement, ça permet notamment par exemple de lancer des marchés publics pour l'entretien ou pour les produits de nettoyage et de faire des économies d'échelle sur les quantités qui sont commandées, de mettre en concurrence à une échelle différente. Et donc aussi de faire des économies sur les coûts de gestion. Et donc, des services efficaces de ticketing, il y a encore des piscines dans lesquelles on reçoit des tickets papier. Donc ça, c'est quand même certaines formes d'archaïsme dans la gestion dans lesquelles on pourrait faire quelque part des économies financières aussi qui pourraient être intéressantes. Oui, et Paul Steenbrück, quand on parle de création de piscines, il ne faut pas forcément avoir des énormes infrastructures. Ça peut être de petites infrastructures comme Flow, où ça c'est compliqué en gestion au jour le jour. Bon, il y a certainement une efficacité d'échelle. Ça veut dire que les plus grandes piscines sont toujours plus efficaces de gérer que les petits. Nombre de personnes d'équipe, par exemple. Mais si c'est la seule possibilité, parce qu'il n'y a pas assez de financement pour l'investissement, pourquoi pas avoir 10, 15, 20 petites piscines partout dans la région, même si peut-être un programme temporaire avant la réalisation des grandes piscines plus permanentes. Mais avec une future totalement incertaine, je pense une approche avec des petites étapes, c'est peut-être pas mal. Oui, vous, ce que vous dites, c'est que si on crée des nouvelles piscines, effectivement, elles ne doivent pas forcément avoir la physionomie de celles qui existent aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais il y a d'une part des initiatives du type de celle de Flow. Ça montre que si c'est compliqué de faire des projets à long terme à Bruxelles, c'est parfois possible aussi de faire des projets très rapides et très agiles au niveau associatif. Ça répond à des besoins pendant une période donnée. C'est super intéressant. Cette approche transitoire, c'est vraiment quelque chose qui se développe et qui peut être une partie de la réponse. L'autre partie de la réponse, c'est effectivement que quand on fait des nouvelles piscines, on ne doit pas les faire comme on les faisait il y a 40 ans. Et donc, il y a moyen d'être efficace. Et il y a moyen à la fois de répondre à un meilleur besoin et faire en sorte que ça coûte moins cher. Oui, alors on parle de lieux de baignade et c'est vrai que vous dites qu'il y a un besoin criant, mais on va voir tout de suite quelques images d'un projet qui existait. C'est l'étang de baignade à Nerpede. Ça fait des années qu'on en parle. Il y a eu des plans qui ont été réalisés et puis il y a eu des critiques émises par des riverains, émises par des amoureux de ce lieu. La commune n'a pas suivi et donc on voit qu'effectivement, malgré ce besoin criant, ça reste très compliqué de créer un lieu de baignade. Oui, certainement, c'est vraiment dommage. Je pense, en fait, pour corriger un peu en personne, en fait, le projet de Nerpede est le plus avancé. Ça a même déjà une permis de construire, même si c'est contesté pour le moment. Mais développer cette infrastructure importante, grande échelle, avec un impact sur son environnement, c'est quelque chose de difficile. Et je pense que ce projet était pas très bien géré, la manière comment c'était communiqué, comme la participation a été prise en place. Et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ce projet. Et moi, personnellement, nous, comme organisation, on pense toujours que Nerpede, le projet pour la zone de baignade, est magnifique et tout en respect avec l'environnement, avec les voisinages. À mon avis, les voisins sont les gens qui bénéficient le plus de ce projet.
Mais je pense qu'avec cette expérience, on peut développer les projets d'avenir plus efficaces. Merci en tout cas d'avoir partagé toutes vos connaissances sur les piscines ici en région bruxelloise et on aura certainement l'occasion d'en reparler. Merci d'avoir été des nôtres. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir.